maybe wait for just a couple of minutes and start. Welcome everyone. We'll be just beginning in a minute, waiting for everybody Bonjour à to. tous, nous allons démarrer dans une minute. On attend juste que tous les participants nous rejoignent. I think we have a quorum, so maybe I will just start with just a welcome and the housekeeping. Donc, je vous souhaite la bienvenue et merci d'être avec nous pour ces séries d'apprentissage numérique, TRAC. Et aujourd'hui, nous allons parler de la test de CD4 et la charge virale dans les maladies avancées du VIH. Qu'avons-nous appris? C'est la troisième séance de cette série que l'on appelle TRAC, des webinaires qui se concentrent sur le renforcement des capacités et les connaissances notamment centrées sur l'Afrique. Donc, vous pouvez accéder à l'interprétation en français, portugais et russe qui est disponible. Et pour cela, vous cliquez sur le bouton, vous voyez une petite map monde en bas à droite et vous pouvez voir une liste et vous sélectionnez la langue que vous souhaitez écouter. Il y a aussi un panel de discussion au chat ainsi qu'une fonction questions-réponses. Donc, si vous avez quel problème que ce soit avec l'audio, le vidéo de votre Zoom, tapez juste Echo ID et l'un de IT, pardon, et l'un de nos techniciens vous contactera. Il y a aussi ce que l'on appelle donc la fonction question-réponse. Si vous avez une question pour un de nos présentateurs, vous voulez poser une question à à nos panélistes, n'hésitez pas à utiliser cette fonction de question-réponse parce que comme ça, on peut répondre directement à vos questions sur ce petit panel au lieu d'utiliser le panel de discussion, donc la fonction qui est là. Ensuite, vous avez des transcriptions en direct que vous pouvez aussi utiliser. Donc, il vous suffit de cliquer sur montrer les sous-titres et vous les verrez. Et la séance est donc enregistrée et votre présence, vos consentements être enregistrés. Cette session offre un certificat de formation médicale continue qui sera disponible pour l'Université de Mexico via le courriel qui sera envoyé à la fin de la session. Ce lien est ouvert pendant 48 heures. Si vous avez choisi de ne plus recevoir de courriel de projet d'école lors de votre inscription à ce webinaire, notez que vous ne recevrez pas ce courriel de suivi. Cependant, le lien du questionnaire de commentaires pour ce crédit sera partagé dans la boîte de discussion à la fin de la session. Là encore, le projet collecte les inscriptions, la participation, les questions-réponses, les commentaires sur le chat et les réponses au sondage pour un programme. ECHO. Vos données personnelles identifiables seront partagées avec le bailleur de fonds du projet. Ces données peuvent être utilisées pour des rapports, des cartes, des communications, des enquêtes, et ainsi de suite.
Comme je l'ai dit, le sujet d'aujourd'hui, c'est donc le rôle de CD4 et de la charge virale afin de réduire la morbidité et la mortalité associée au VIH. Donc, maintenant, je vais passer la parole à notre première présentatrice, qui est Lara Vojnov, qui était une conseillère de diagnostic pour l'OMS sur le programme du VIH. Et elle est là pour aider les pays et pour tout ce qui concerne les directives sur les diagnostics du VIH. C'est ce rôle. Merci beaucoup, Ladje. Je suis tout à fait heureuse d'être avec vous pour ce webinaire, pour quelque chose qui pour moi est une discussion très importante et un sujet très important avec AHD. Donc, le VIH à un stade avancé qu'on appellera AHD. Je pense que vous connaissez bien ce sujet depuis les webinaires précédents. Et malgré ceci, on a toujours des problèmes qui continuent. Et on voit toujours donc un pourcentage important de personnes qui ont commencé le VIH, qui ont donc un AHD important ou qui reprennent des traitements. Et donc, les considérations et les interventions devraient être vers la prévention. En ce qui concerne le diagnostic, l'un des points principaux sur lesquels nous voulons nous insister, c'est le rôle clé du CD4 pour identifier les gens qui vivent avec le VIH. Et cela est de la porte d'entrée pour pouvoir gérer leur traitement. Et pourquoi nous encourageons le CD4 comme un marqueur clé pour identifier les gens qui vivent avec un VIH à stade avancé? Parce que nous avons vu dans des études dans plusieurs pays que beaucoup de pays qui vivent avec des AHD donc, on leur classifierait avec un stage 1 et stage 2. Donc, le meilleur moyen de le savoir, c'est de pouvoir voir quel est leur CD4. Donc, nous avons vu une évolution des CD4 dans nos directives. Initialement, c'était lorsque nous avions que les triages et quand nous n'avions pas les ressources pour pouvoir traiter tout le monde. Et après quelques années, nous sommes arrivés à un point en 2016 où maintenant l'OMS recommande que la plupart des pays, et la plupart des pays l'ont fait, commencent à faire ceci pour le tard, donc les rétroviraux pour toutes les personnes qui vivent avec le VIH. Et ensuite, nous avons essayé d'avoir les CD4 pour identifier les personnes qui vivent avec une maladie VIH avancée, donc un HD. Mais comme nous le savons, en 2013, et en général, la charge virale est un meilleur marqueur pour identifier les ratés des traitements. Donc, en 2013, nous avons pris cette recommandation d'encourager les pays à utiliser la charge virale en tant que traitement privilégié pour identifier l'échec du traitement. Enfin, en 2017, nous en revenons avec les directives pour la maladie VIH avancée, donc l'AHD, et essayer de voir si ces directives sont toujours utiles. Je sais que depuis 2016 et 2017, ces directives, c'était pas tout à fait clair pour savoir si on allait conserver ce rôle des CD4 sur l'initiation et sur les échecs, mais nous avons effectivement vu qu'il y avait un lien entre les tests CD4 et les gens qui ont un AHD, un VIH à un stade avancé. Donc, il y a vraiment des besoins clairs en ce qui concerne les volumes, ce dont ont besoin les pays afin d'aider à identifier l'AHD et de tous les traitements de soins. Et donc ici, voilà la formulation que nous avons utilisée de ce que dit que l'OMS et quel est le rôle de CD4, c'est que tous les patients qui entrent ou qui réentrent les soins devraient recevoir un test de CD4 au niveau du traitement de base et comme il est indiqué cliniquement pour les patients qui sont instables ou qui ont une maladie, un VIH avancé. Il est aussi recommandé pour les patients qui ont donc un AHD, donc pour les patients qui ont un syndicat, de comprendre comment cela fonctionne avec la charge virale et que cela est très utile en termes d'identité, ou plutôt en matière d'identification d'une AHD, donc une maladie à VIH à un stade avancé. Si on passe à
La diapositive suivante, vous verrez qu'il y a plusieurs différentes options de tests qui sont préqualifiées par l'OMS. J'ai fait une liste ici et je sais que d'autres présentateurs iront plus en détail dans ces différentes technologies qui sont disponibles. J'ai souligné en green ceux qui peuvent vous donner des résultats au point de service de santé. Donc, pour les gens qui vivent avec un VIH, donc quelque chose qui peut être dans la journée ou même dans une heure de cet échantillon qui a été collecté. Donc, vous avez nous savons que dans les endroits où nous n'avons pas ces résultats le plus rapidement possible font que cela est lié à beaucoup d'endroits où il y a des AHD, donc le VIH à un stade avancé. Donc, il y a un profil qui a été relié quelques années, un profil sur le produit-ci, pour essayer de réfléchir sur les tests qui fonctionnent dans des pays et qui peuvent ainsi fournir des résultats rapidement et précis pour les cliniciens et les personnes qui vivent avec le VIH le plus rapidement possible. Et à nouveau, pour réduire la morbidité et la mortalité. Donc, lorsque l'on vient au diagnostic, il n'y a pas que le CD4 pour l'AHD. Vous connaissez bien ces directives de 2017 dans le cadre de l'ensemble des soins contre le VIH à un stade avancé. Vous avez notamment les tests de TB et de Craig qui devraient être fournis aux gens qui vivent avec le AHD. Il y a aussi d'autres tests, notamment dans la région d'Amérique latine, et aussi d'avoir des accès rapides pour que les gens puissent avoir un lien rapide vers la prophylaxie et ou le traitement nécessaire. Et enfin, bien entendu, la charge virale est très importante pour toutes les personnes qui ont la VIH et bien entendu pour ceux qui ont un stade avancé de VIH. Donc, nous avons mis à jour les algorithmes de traitement. Euh, Vous avez ici le rôle de la suppression virale pour améliorer la et qui se rejoint donc avec nos directives de 2020 et aussi d'étendre l'accès à la charge virale à toutes les personnes qui vivent avec le VIH et que les pays réfléchissent aussi à ceci, notamment en ce qui concerne les technologies qui sont disponibles, comme les points de service à proximité, les échantillons de taches de sang séchées, de spots de plasma séchés, afin de donner cet accès et notamment pour les gens qui ont un AHD, donc une maladie VIH au stade avancé. Donc, quelques conclusions, c'est que le CD4 est un outil essentiel pour identifier les personnes vivant avec une maladie VIH avancée afin d'accéder à l'ensemble des soins AHD, étant donné le haut niveau de mortalité, et idéalement d'essayer d'arriver à un accès à tous qui ont besoin de tests CD4. Nous essayons d'encourager, de rétablir les réseaux de dépistage des CD4 et d'intensifier les tests des CD4 pour soutenir les personnes qui vivent avec le VIH et nous espérons que les pays vont donc augmenter les tests de CD4 pour réduire les taux de mortalité et de morbidité. Et encore une fois, le besoin de la test de la charge virale qui est un outil essentiel pour soutenir le progrès afin d'atteindre les objectifs mondiaux en matière de traitement et de prévention de l'infection par le VIH. Je passe la parole maintenant à AJ à nouveau. Merci beaucoup pour cet aperçu rapide de certaines des directives de l'OMS en ce qui concerne la CD4 et certaines des interventions clés. Nous allons maintenant passer à notre prochaine présentatrice, qui est Jackie Nwambui, qui est la facilitatrice mondiale pour l'accès au traitement de partenariat de l'Afrique et elle est une activiste pour la prévention qui est très intéressée dans les droits des personnes vivant avec le VIH et qui fait du plaidoyer en leur honneur. Ça fait plus de 10 ans qu'elle travaille sur ces programmes concentrés sur le VIH, notamment au Kenya ainsi que dans le monde entier. Bonjour à Jackie et nous souhaiterions écouter vos réflexions. Merci beaucoup, AJ.
J'espère que vous m'entendez clairement, puisque vous venez de m'en présenter. Donc, mon nom est Jackie Wambui et je travaille pour le partenariat d'accès à l'Afrique. Donc, AfroCAF, c'est une organisation qui éclaire les personnes qui ont le VIH sur les traitements et la prévention et les méthodes qui existent. Donc, je suis tout à fait d'accord pour dire que c'est un webinaire très important qui vient maintenant, à un moment opportun, car nous disons aux gens ce qu'ils doivent faire pour faire la prévention et ce qu'ils devraient faire pour le traitement. On a aussi beaucoup de problèmes en même temps, notamment les personnes qui ne peuvent pas accéder des traitements au moment opportun et qui développent différentes maladies. Donc, ce sont de bonnes choses auxquelles il faut parler et il est important pour nous de disséminer ce message, de dire qu'il y a des méthodes et des traitements qui peuvent être accédés. Donc, je voudrais d'abord vous donner un petit peu la perspective des communautés et je vais aussi vous souligner le fait que lorsque nous faisons notre analphabétisation sur ces traitements, c'est un petit peu ce que nous montrons à nos participants. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est que le suivi de la charge virale? Le test de la charge virale détermine le nombre de copies virales dans le sang d'un patient et ces copies par millilitre, bien entendu. Et ensuite, le test de la charge virale est mis en œuvre en utilisant tout un poche de plasma ou de sang ou de sang séché ou d'une ADN avec une machine PCR. Et les mesures des tests et les tests, pardon, mesurent la réponse des patients au traitement. Donc voilà exactement ce qu'est la charge virale et le suivi de la charge virale et le standard essentiel pour la détection des échecs des traitements dans la tare d'un patient, tare étant le traitement antirétroviral. Donc, les résultats d'un test de charge virale peuvent être détectables ou non détectables. La virémie. Donc, un patient qui répond à TRA devrait arriver à une suppression virale dans les 6 mois si encourageant tous les patients qui suivent un traitement antiviral pour au moins faire ce traitement pendant 6 mois pour recevoir des tests de charge virale. Si un patient a une virémie qui est supprimée, cela veut donc dire que le nombre de virus dans leur sang est réduit à un niveau indétectable. Et bien entendu, si la suppression est donc varie par la plateforme PCR. Ensuite, une chose qui est très importante, c'est que nous savons que le test de charge virale offre plusieurs bénéfices pour les patients en tas. La charge virale, le suivi de la charge virale, cela mesure l'effectivité de la tare et identifie des adhérences aux problèmes qui y sont liés. Si vous aviez une charge virale qui n'est pas constante, alors cela va pouvoir savoir si vous avez une bonne adhérence aux médicaments ou non. Donc, comme je l'ai dit, cela donc est un standard très important et cela assure de réduire les transmissions de la résistance aux mutations, car il est aussi facile de détecter ceci à travers cette test. Et cela permet aussi de s'assurer de la résistance aux mutations. Donc, comme je l'ai dit, il permet de décroître les maladies et les mortalités qui sont causées par les infections opportunistes. Donc, si votre viral est important, vous risquez par exemple de tomber malade. Donc, on peut aussi voir rapidement si quelqu'un a un VIH qui progresse jusqu'à un VIH de stade avancé. Lorsque nous parlons aux gens de l'AHD, donc le stade avancé du VIH, ils nous disent est-ce que le virus du sida est de retour? C'est ça qu'ils nous demandent quand on parle de l'AHD. Donc maintenant, le CD4, les tests de CD4 sont importants d'abord pour identifier les AHD, donc les maladies à stade avancé du VIH, et les CD4 n'indiquent pas forcément tout le temps l'efficacité de la tare, donc des traitements antirétroviraux. Les individus avec des signes cliniques d'échec de traitement ne vont pas forcément avoir un AHD et
On peut parfois leur prescrire des traitements qui sont coûteux avec beaucoup de médicaments qui sont compliqués. Et là, c'est là qu'il est important d'avoir donc des dépistages médicaux. Et si vous ne pouvez pas faire de charge virale, alors le CD4, les tests de CD4 sont importants pour vérifier la réponse à la tare au traitement antirétroviral. Donc la charge virale a été priorisée pour les groupes de patients pour les tester à travers ces années, notamment pour les femmes enceintes ou les femmes qui allaitent, qui ont été sur Terre pendant plus de 6 mois, les personnes infectées par leur partenaire par le VIH, qui sont à un traitement de TAR pour depuis plus de 6 mois, tous les enfants qui ont un traitement depuis plus de 6 mois et tous les adultes qui sont suspects de ne pas avoir réussi leur traitement ou d'avoir un échec au traitement. Donc, un petit peu de réflexion ici. D'abord, sur les manquements, sur tous ces tests, sur toutes ces choses qui sont disponibles pour nous, cliniciens, comment pouvons-nous répondre aux manquements que nous voyons? La le premier manquement auquel j'ai pensé, c'est quels sont les problèmes d'accès pour s'assurer que la charge virale dans les points de service sont disponibles dans les pays à faibles ressources et qui sont disponibles à tous surtout. Ensuite, est-ce qu'il y a un bénéfice d'avoir une charge virale routinière 2 fois par an, par exemple, pour le traitement des nouveaux patients? Pourquoi est-ce que nous ne faisons ça qu'une seule fois par an, pardon, cette charge virale au début, des traitements? Notamment lorsque nous faisons nos sessions de dissémination, vous pouvez demander aux gens que s'ils ont fait leur test de charge virale et vous aurez des, réponses où, ces charges virales ne sont les tests ne sont pas disponibles. Donc qu'est-ce qui se passe à ces gens? Donc, devons-nous prioriser des groupes dans certains pays pour qu'ils bénéficient de ces contrôles et ces préventions? Qu'est-ce qu'on doit les quantifier? Devrions-nous donc tester simplement de la charge virale et que cela devienne routinier pour chaque patient? Ensuite, quel rôle les, personnels des communautés qui sont des leaders, quel rôle peuvent-ils jouer dans la livraison de la charge virale et des tests de CT4 pour, les personnes qui vivent avec le VIH? Et enfin, le dernier point, c'est pourquoi est-ce que les points de santé, les tests des points de santé sont-ils un obstacle pour les années de soins après un HD? Qu'est-ce qu'il peut faire pour que nous optimisions des tests semi-qualitatifs comme Visitex pour le diagnostic de l'AHD, qui sont des choses qui peuvent sauver la vie rapidement grâce à des traitements de soins de l'AHD? Voilà, j'ai terminé. À vous. Merci. Merci beaucoup, Jackie. Je crois que c'était une très bonne présentation et vous avez vraiment euh, un petit peu expliqué comment nos panélistes vont pouvoir discuter. Vous avez un petit peu montré la voie à suivre. Et je crois qu'on va rebondir sur certains des points que vous avez parlé. Donc, le prochain point, c'est une présentation de cas clinique. Et c'est Joep van Husteren, qui est un directeur de clinique et qui est partenaire d'Europe à Lilongwe, au Malawi. C'est aussi un médecin des maladies infectieuses. Il a commencé à travailler en Hollande, ça fait plus de 20 ans qu'il travaille et donc a une expérience très importante sur les maladies du VIH infectieuses. Et il est professeur aussi à une université et il a beaucoup contribué au programme du VIH du Malawi. Et je vous passe la parole, monsieur. Merci beaucoup, AJ. Merci de cette introduction. Je vais donc euh, présenter 2 cas cliniques qui sont liés au test du nombre de CD4 et de la test de la charge virale avec des gens qui ont une AHD, donc un VIH ou un AHD, pardon, un VIH à un stade avancé. Commençons tout de suite avec le premier cas. Donc, c'est un homme du Malawi de 40 ans
il est inscrit sous le traitement tard après une interruption de traitement. Donc ça, c'était en 2013 à notre clinique. En 2019, il a eu une expérience où on a vu qu'il y a un échec du son traitement et il est passé au régime de deuxième ligne avec donc plus de médicaments. Ensuite, en la même année, il a été transitionné vers l'AZT3TC-DTG, qui est donc la politique nationale à l'époque, donc le dolutegravir étant le DTG. Ensuite, on a vu qu'il avait des résultats annuels avec une charge virale indétectable. Le dernier résultat est venu de charge virale en novembre 2022. Pendant tout ce temps, de 2013 à 2022, aucun résultat de numération du CD4. Donc ici, vous voyez ici notre clinique de Hope, Lilongwe au Malawi. Et donc, cette personne a eu 2 épisodes de traitement anti-tuberculeux. Le dernier était en 2018 et il a terminé son traitement anti-tuberculeux avec la résolution des symptômes. Malheureusement, il n'y a pas de détails sur le premier épisode de tuberculose. Il a dû arrêter le traitement préventif au cotrimoxazole en novembre 2021 en raison d'une pénurie nationale du médicament. Et en raison du contenu de la charge virale indétectable, il n'a pas eu la priorité pour continuer ce traitement. Il n'a pas été mis dans le groupe prioritaire à l'époque. Donc, et alors qu'il était en traitement antirétroviraux, il a eu des expériences de quelque chose qui a affecté ses qualités de vie, et notamment des éruptions cutanées chroniques que vous pouvez voir sur ces images. Cela est arrivé pendant plusieurs années et résultat, il a été diagnostiqué après une biopsie, sur la biopsie cutanée, et le diagnostic a été un psoriasis en 2022. Ensuite, il a reçu un traitement avec des crèmes corticostéroïdes et des corticostéroïdes systémiques avec des avantages malheureusement limités. Euh, En fin 2022, il a eu la chance de pouvoir voyager dans un pays qui était plus riche en ressources et il s'est présenté à l'hôpital pour un avis supplémentaire sur son éruption cutanée. Il s'est présenté, ils ont noté qu'il avait des douleurs supplémentaires, notamment la hanche droite, qui était associée avec de la fièvre et une maladie générale. Et donc, du coup, on a fait une évaluation complète de son état clinique avec des tomodensitomètres, des IRM et des gros abcès du muscle psoas-iliaque avec un œdème environnant et un lymphadénopathie régionale. On lui a fait un tomodensitomètre de la poitrine et donc le résultat a été une exploration chirurgicale de l'abcès, notamment du muscle du psoas. Et à partir du pus qui a été évacué, on a pu isoler donc cette nocardie, et cette nocardie a été traitée par cotrimazole. Le deuxième point qui est notable, c'est que son nombre de CD4 a été très bas pendant qu'il avait cette charge virale supprimée. Donc, à la suite de tout ceci, il a eu un traitement d'une combinaison d'antibiotiques pour une période très longue avec du cotrimoxazole et du ceftriaxone pendant 3 mois notamment. Et après 4 mois, on a vu qu'il avait eu une résolution clinique et radiologique qui était complète. Cependant, le taux de CD4 était toujours très faible et il n'y avait pas d'amélioration sur les lésions cutanées qui étaient encore persistantes. Donc, quelques mots sur la nocardiose. La conordyse est une infection pornutiste rare. Elle est en général associée avec une suppression virale et avec les gens qui ont le VIH, les personnes qui vivent avec le VIH.
et qui ont donc c'est des 4 très bas. Donc, la nocardiase est distribuée, on la trouve dans le monde entier. Elle est associée avec des problèmes de poumons et aussi avec des problèmes cutanés. Lorsque la dissémination est commune, on peut voir qu'elle affecte beaucoup d'organes, notamment les poumons, les systèmes central nerveux, la peau et le système musculo-squelettal. On n'a pas eu de cas dans la littérature, à part un cas en 1973. Le cas ensuite. Donc, le diagnostic de l'anocardiose. Tout d'abord, en ce qui concerne l'imagerie, notamment des poumons et du système central nerveux, qui montrent des lésions suspectes, et celles-ci ne sont pas spécifiques. Ensuite, ce qui aide beaucoup plus, c'est la coloration de grammes qui sont associés à les acido-résistants modifiés, qui sont donc utilisés au diagnostic, notamment dans les échantillons et dans les différents endroits où on les trouve. Ensuite, le diagnostic doit être confirmé à travers une culture et cela peut nécessiter une incubation plus longue et aussi il faut utiliser des containers spéciaux de culture. Donc, nous envoyons à notre questionnaire ou à notre sondage et je voudrais ici demander l'aide de la personne qui met en place les questionnaires. Ou sinon, on peut la... Voilà. Alors, donc la question est quel facteur, au pluriel, donc, quels facteurs ont contribué à l'infection opportuniste à l'anocardiose? Et ce qui est important, on peut avoir plus d'une réponse qui peut être correcte. Donc, je vous les lis. Vous avez l'antécédent de tuberculose en 1, ensuite la réponse immunologique discordante au TAR, l'éruption cutanée chronique, l'interruption du traitement préventif au cotrimoxazole, l'utilisation de corticoïdes, le zidovudine dans la structure de l'INTI, le voyage dans un climat tempéré et la méconnaissance du statut immunologique. Voilà vos réponses dans l'ordre. 50 people who've responded so far, so maybe we'll wait for some more. Yeah, that's quite an interesting distribution. I think the previous history of tuberculosis seems. Je crois que les antécédents tuberculeux ne sont pas pertinents. La réponse immunologique discordante serait importante. L'éruption cutanée chronique peut aussi rendre plus facile l'iconication dans la peau avec des lésions extensives. So maybe I'll end the poll now. Donc maintenant, je vais montrer les réponses. Questionnaire. On a eu 70 personnes qui ont répondu. Half, so I'm going to share the results so everybody can see. Donc je vais vous montrer les résultats. There we go. Donc les voilà. Ces résultats. So you can go ahead. Donc allez-y. The results of Je vous montre les résultats. Yeah, all right. So I think the previous Donc, je crois que, comme je l'ai dit, l'antécédent de tuberculose n'est pas vraiment un facteur qui puisse contribuer à l'infection opportuniste, alors que la réponse immunologique discordante au TAR peut être importante. L'éruption cutanée chronique peut avoir facilité l'inoculation à travers la peau. Et bien entendu, l'interruption du traitement préventif au cotrimoxazole, qui est un traitement important pour cet état. L'utilisation de corticostéroïdes peut aussi avoir contribué en étant un agent suppressif. Donc, je pense que cela nous amène à la fin de ce questionnaire et on peut passer à la suite. Would you mind removing the poll, please? Or can I do that? Yes, I can. So, a second remark
Donc, quelque chose qui est important, c'est la réponse immunologique discordante au traitement antirétroviral. Et la récupération immunitaire est insuffisante malgré une suppression réussie de la charge virale pendant le traitement TAR. Les définitions varient énormément, ainsi bien entendu que la prévalence, forcément. Et dans certaines études, on peut avoir des variations qui vont jusqu'à 15%. Les facteurs de risque ont été identifiés pour les réponses immunologiques discordantes, notamment pour les âges extrêmes, en particulier au début des TAR, et notamment chez les personnes âgées, et aussi les faibles taux de CD4 au début d'un traitement. Et cela montre qu'il y a des dommages extensifs et irréversibles qui ont déjà eu lieu dans certains organes du système, et notamment dans les ganglions lymphatiques et qui sont donc dus au VIH. Donc d'autres facteurs sont associés, l'hépatite C, la cirrhose, ainsi que des maladies aiguës ou les médicaments suppressifs de la moelle osseuse. En 2007, il y a eu une revue automatique qui a montré que les personnes avec une réponse immunologique discordante avaient un risque augmenté d'infection opportune et d'avoir une mortalité plus élevée. Donc, cela est un point qui est aussi important. Cependant, dans le cas numéro 1 de notre patient, celle-ci a été détectée uniquement lorsqu'il a eu soit infection opportuniste grave. Et cela n'est pas forcément surprenant et vu les résultats de l'étude. On a vu des cohortes qui sont venues de 6 pays en Afrique notamment, et l'étude a regardé la couverture des des comptes ou des numérotations de CD4 avant et après et on a vu que les tests sont tombés à des niveaux très bas dans beaucoup de ces pays, même à très bas, comme vous pouvez le voir à droite ici de Malawi, qui montre ici en bleu le niveau de numérotation des CD4 qui a baissé. Et cela donc peut être avant les CD4 tests tard, mais aussi pendant. Donc, cela nous amène un petit peu à ce que nous devons emporter comme enseignement sur ce cas numéro 1. Nous avons vu ou retenir de ce cas, vu une personne qui a une réponse discordante à le traitement antirétroviraux. Nous savons que c'est quelque chose qui souvent n'est pas remarqué ou observé ou identifié plutôt, et on demande donc de faire une numérotation de CD4 au moins une fois, et notamment pour les personnes à risque qui ont ce type de conditions, de maladies, et notamment chez les personnes qui commencent une tare, et donc notamment pour identifier des personnes qui ont un diagnostic tardif, une présentation tardive du tard, une interruption du traitement ou un échec du tard à long terme, et notamment après une période d'interruption dans le traitement. Donc, passons directement à cas numéro 2 pour un homme malade du Malawi de 45 ans qui a commencé le traitement en 2015 et il est passé ensuite au TDF et DTG, encore une fois, ça en raison de la politique nationale, comme le patient précédent. En janvier 2021, il a commencé à avoir une charge virale élevée. Et jusqu'en juillet 2022, quand le médecin a demandé de faire des tests d'application d'un VIH à stade avancé. Pardon, d'un VIH résistance aux médicaments.
Et l'adhérence récente jusqu'en avril-juillet 2022 a été bonne. Donc, la situation clinique jusqu'en juillet 2022, et vous pouvez voir sur la droite qu'il a été traité à l'hôpital central de Kamuzu, à Lilongwe. Il n'a pas eu de symptômes majeurs supplémentaires. Il a eu des pertes de poids, mais sa BMI, ou sa IMC plutôt, son index était normal. Il a été évalué pour une maladie à VIH à stade avancé en raison d'un échec en long terme du TR et son CD4 et aussi ses tests urinaires qui étaient positifs au LAM. Donc, il a été décidé à ce moment-là qu'il devait commencer un traitement de TB et enfin de tuberculose, et aussi nous attendions les tests de la résistance aux médicaments du VIH. Ces résultats sont venus quelques mois plus tard, en septembre 2022, et ils ont montré, comme vous pouvez voir ici à droite, qu'il y avait un haut niveau de résistance au dolutegravir que vous voyez ici à droite, encore une fois. Il y avait aussi des résistances importantes sur les INTI et les I2NTI. Donc, la recommandation que le prochain traitement devrait être fait d'inhibiteurs de protéase et de tenofovir et de l'amivudine. Et il a été recommandé qu'il soit en phase d'entretien avec le RH et qu'il passe à H plus lévofloxacine pour une période plus longue de traitement. Donc, nous passons à un sondage ou à une question plutôt suivante. Si vous pouvez nous montrer la question cette fois-ci à nouveau, merci. Donc, quels sont les facteurs qui ont au développement de la résistance aux médicaments et la résistance en dolutegravir? Est-ce que c'était la faible fréquence de surveillance de la charge virale, la transition vers un traitement à base de dolutegravir sans charge virale supprimée connue, ou un âge plus avancé, ou passer au régime de dolutegravir sans inclure de nouveaux médicaments INTI, un faible nombre de CD4, une longue durée de charge virale élevée pendant un traitement en dolutegravir, ou enfin des conseils d'observance ou d'adhérence aux médicaments insuffisants. Plus d'une réponse peuvent être correctes, je tiens à préciser. Donc, c'est quoi assez intéressant de voir qu'il y a une distribution assez égale des réponses. Donc, je ne pense pas qu'il y ait vraiment une faible fréquence de surveillance de la charge virale. Ça a été fait plutôt régulièrement. Donc, la transition vers un traitement à base de dolutegravir sans charge virale supprimée connue, ça, c'est pas non plus tout à fait sûr. L'âge plus avancé n'est pas vraiment reconnu comme étant un facteur de risque. En ce qui concerne passer à une médication avec le dolutegravir sans inclure de nouveaux médicaments INTI n'est pas considéré comme étant un facteur de risque, n'est plus considéré comme étant un facteur de risque, comme le faible nombre de CD4 a été mentionné dans certaines études. Enfin, la longue durée de charge virale élevée pendant un traitement en dolutegravir semble avoir été un facteur important, comme il a été indiqué précédemment. C'est caractéristique de tous les cas de dolutegravir que nous avons eu au Malawi. Enfin, les conseils d'adhérence au traitement insuffisant, il n'y a pas vraiment non plus de preuves là-dessus. Passons ensuite à la prochaine diapositive, s'il vous plaît. Et arrêtons de regarder le questionnaire. Donc voilà le diapositive devant nous. Est-ce que vous pourriez enlever le questionnaire? Peut-être qu'il faut que vous le fassiez de vous-même, parce que nous l'avons déjà arrêté ici, de notre côté. D'accord? Donc, nous passons au cas numéro 2. Donc, en septembre 2022, vous vous souvenez qu'il
les résultats de résistance aux médicaments étaient disponibles. On l'a donc passé au traitement avec tazanavir. Il faisait 51 kilos, son poids. Ensuite, on l'a passé à des traitements de tuberculose. Et en janvier 2023 et en août 2023, il avait repris du poids puisqu'il est passé à 74 kilos. Il était cliniquement stable et je viens de recevoir ses résultats de charge virale. Et ils étaient moins de 40 copies par millimètre. Donc, nous n'avons pas encore résultat du nombre de CD4, mais donc il semble que ce patient ait reçu un traitement antirétroviral qui ait bien fonctionné cette fois-ci, dans circonstances différentes. Donc, la charge virale régulière et une gestion diligente des charges virales élevées visent à prévenir l'AHD et la résistance aux médicaments de VIH. Il y a des défis pratiques qui entraînent des retards et cela peut mener à des AHD. C'est ce que nous avons observé au Malawi. Certains de ces défis sont des problèmes de délai d'exécution des laboratoires moléculaires, ainsi que des problèmes de chaîne de fourniture, de la chaîne de fourniture, ensuite des problèmes de communication des résultats aux clients, et enfin tous les processus de tests de VIH, de résistance à la drogue, s'ils ne sont pas disponibles selon les pays, cela peut varier. Et de tous ces problèmes pratiques, on a aussi un manque de preuves sur la gestion d'échecs du traitement antirétroviral sous traitement au dolutegravir dans le cadre des programmes. Notamment, il y a des incertitudes sur la durée des interventions d'observance ou d'adhérence au traitement et quelles mesures d'adhésion ou d'adhérence à ce traitement. Le moment du passage à la thérapeutie du traitement suivante et le rôle du test du VIH résistant aux médicaments. Et comme je l'ai dit, il y a des publications qui vont plus dans les détails sur ces points-là. Donc, nous savons qu'au Malawi, les directives de Malawi nationales exigent le test de résistance aux médicaments du VIH en cas d'échec virologique confirmé pour guider le passage au schéma thérapeutique suivant, donc dolutegravir et ainsi de suite. Et aussi, nous savons que plus de 900 000 clients ou patients suivent un traitement antirétroviral à la base de dolutegravir depuis 2 ans. Et dans ces circonstances, la résistance acquise au dolutegravir est une réalité au Malawi. On a une cinquantaine de cas déjà identifiés et ce qui est remarquable, c'est que ces cas présentent une virémie longue ou très longue avec une exposition continue au dolutegravir. Si vous regardez au tableau en dessus, ici-bas, vous voyez les cas de résistance au dolutegravir à travers les années, ainsi que le degré de résistance au dolutegravir qui est indiqué en rouge. Cela montre que la résistance au dolutegravir augmente et qu'il y a aussi plus de cas avec des gens qui ont une résistance aux médicaments qui est plus important. Mais nous devons faire attention avec ces résultats, car les meilleurs résultats viendront d'un sondage qui a été fait au niveau national au dolutegravir et les résultats seront communiqués dans une conférence qui aura lieu au début de l'année prochaine. Passons donc à la prochaine diapositive qui me montre un petit peu ce qu'il faut retenir dans tout ceci pour le cas 2. Tout d'abord, une surveillance régulière de la charge virale et la gestion d'une charge virale élevée, puis reviendront la maladie avancée du VIH et le développement de la résistance aux médicaments du VIH, idéalement, mais il y a des obstacles pratiques qui remettent en question l'efficacité de la surveillance de la routine de la charge virale. Et il y a évidemment un manque de données probantes sur la prise en charge des échecs virologiques confirmés des schémas thérapeutiques à base de
les gravir dans des circonstances programmatiques. En vous laissant avec tous ces défis, je souhaiterais passer donc à la diapositive suivante et je vous remercie de votre attention. C'est à vous, Thank you so AJ. much. Merci I think beaucoup. I think both cases were very compelling and very interesting, and I hope all of Je crois que the les deux cas attendees étaient tout à fait enjoyed intéressants the discussion as well. et je So suis I look certain que tout le forward to monde we'll move a on from été now. tout à fait accueilli tout Presentation ceci held avec by the Department of l'intérêt. Donc la Statistics prochaine présentation est the Anna Institute for Moore, Citizenship qui Research and est Developing Health chef de Equity. programme She à served as l'initiative from d'accès à la santé de Marketing and Clinton. Implementation for AHD Diagnostics. Elle a travaillé sur la mise en œuvre des diagnostics du VIH et elle a travaillé sur soutient les pays sur les directives et les stratégies, et notamment selon les changements par rapport au marché. Merci beaucoup pour cette présentation. Merci à tous de m'accueillir aujourd'hui. Je suis tout à fait enthousiaste à l'idée de vous parler de nos expériences sur les CD4 depuis ces 10 à 15 années, notamment les dynamiques qui ont changé et les expériences des nouveaux produits qui ont été introduits sur le marché. Donc, il est important que pour les gens qui vivent avec les VIH ou les personnes qui ont des risques d'infection opportunistique. Et comme il a été présenté dans les rapports, environ 30 à 40 des personnes vivant avec le VIH se présentent ou reprennent des soins avec une maladie avancée. Un diagnostic sous-optimal de l'AHD et des infections opportunistes entraînent des taux de mortalité plus élevés et des décès évitables. Selon une étude menée en Zambie, les personnes vivant avec les VIH sans CD4 ont 45% plus de chances de mourir après le début du traitement. Et nous avons dans la littérature aussi que la plupart des décès surviennent dans les 90 jours suivant le début de l'administration du traitement. Donc, il semble que les infections opportunistes ne sont pas diagnostiquées au début du traitement. Pour les personnes atteintes d'AHD, l'identification précoce de l'AHD et l'établissement d'un lien avec les soins ultérieurs, y compris le dépistage des infections opportunistes, sont essentiels. Et notamment pour les personnes qui vont à l'hôpital, il n'y a qu'une fenêtre très petite pour intervention. Enfin, je voudrais simplement souligner que même si la stadification clinique est utilisée dans de nombreux contextes, en particulier lorsque les tests diagnostiques ne sont pas disponibles, le recours à la stadification seul risque de laisser passer jusqu'à la moitié des personnes asymptomatiques vivant avec une AHD, comme les montrent les résultats de l'étude réalité. Donc, l'évaluation diagnostique de l'AHD, c'est-à-dire un test de CD4, reste le meilleur prédicteur du statut de l'AHD et du risque immédiat de décès. Comme l'ARA l'a expliqué dans sa présentation, l'OMS recommanderait à tous les patients nouvellement diagnostiqués je voudrais ici souligner le niveau important de mortalité ainsi que la progression et résultats catastrophiques chez les personnes atteintes de AHD et souligne la nécessité et la valeur d'un ensemble de soins de AHD pour améliorer les résultats pour les patients. Mais il existe une dépendance critique à l'égard du test des CT4 et l'accès à l'ensemble des soins AHD peut donc être affecté par les éléments suivants et notamment au transport et notamment les réseaux ne sont pas assez bien équipés pour traiter des AHD. Donc, il y a des budgets limités pour les AHD et l'investissement dans les CD4 a des coûts directs de réduction des coûts qui sont très importants et peut sauver des vies. Dans une étude qui a été faite par Campson Hall, on a vu que les coûts directs dans l'année qui suit un diagnostic au VIH était plus important pour des patients qui présentaient une maladie avancée par rapport à ceux qui avaient un CD4 élevé. Et cela a été dû aux coûts d'hôpitaux élevés. Donc, alors que les diagnostics précoces pour les personnes qui sont à risque d'AHD, ces diagnostics sont importants et l'impact à court terme est aussi substantiel.
La répétition de l'analyse en utilisant la catégorie de coûts désagrégés a suggéré que la différence dans les coûts totaux était largement imputable aux différences dans les coûts des soins hospitaliers liés au VIH, qui étaient 15 fois, une fois et demi plus élevés pour les intervenants tardifs. Alors, l'ensemble des tests de dépistage diagnostic ainsi que des médicaments prophylactiques et préventifs nécessitent un investissement initial dans les contextes où ils ne sont pas actuellement disponibles. Toutefois, ces coûts seront probablement compensés par les économies réalisées grâce à la réduction des coûts associés au traitement des infections incidentes, des hospitalisations et des décès. Les 2 essais randomisés et évalués selon les lignes directrices de l'OMS comprenaient une analyse formelle des coûts. Dans les CRM START, les principaux coûts étaient associés aux premiers 3 mois, étaient équivalents à 25% des coûts sur un an de suivi, et une enquête a conclu que l'ensemble des traitements constituait une approche abordable pour améliorer les soins du VIH dans les contextes de ressources limitées. Dans l'essai Reality, le rapport coût-efficacité a été évalué à probablement un seuil coût-efficacité pour la plupart des contextes de ressources limitées. Heureusement, depuis 10 à 15 ans, des avancées dans les diagnostics de CD4 ont résulté dans des solutions plus abordables et simples pour le marché qui sont accessibles au-delà des laboratoires centralisés. Sur cette diapositive, j'ai résumé les différentes différences entre les points de service traditionnels et les tests. Donc, les tests de CD4 conventionnels vont de 30 000 à 150 000 $, alors que les points de service sont plutôt près de 5 000 à 7 000 $. Et en ce qui concerne, cela inclut tous les coûts qui sont de la mise en œuvre et d'entretien. On a des options qui vont de 4 $ à 7 jusqu'à 8 $ pour les coûts. Donc, les différences principales sont sur les compétences techniques, la fourniture d'électricité constante et ainsi que le transport des échantillons et des réseaux qui ne sont pas forcément disponibles. Considérant ces facteurs, il n'est pas surprenant que les relevés des CD4 ne puissent pas être largement appliqués dans les pays en développement. Les tests au point de service résolvent les problèmes décrits. Notamment, ils permettent de faciliter l'accès aux soins au niveau le plus bas, beaucoup plus simple, ils sont moins coûteux, ils sont moins complexes que les tests en laboratoire et peuvent donc être achetés, déployés et réalisés plus facilement, même au niveau le plus bas des soins. De nombreuses études ont démontré l'efficacité des points de service dans des POC, notamment augmenter la perte de suivi, la perte de temps, de diagnostic et ainsi de suite. Des études ont été menées avant les recommandations de l'OMS de 2016. Moins de 50% des patients qui ont besoin d'un dépistage d'AHD ont accès and even fewer actually receive the test à and un results. dépistage sur place. Et il y en a même moins qui reçoivent les tests et les résultats. Donc, nous perdons beaucoup de patients en raison du suivi, de manque de suivi, et nous n'avons pas donc les meilleurs résultats, les meilleurs suivis de ces résultats. Donc, pourquoi est-ce que le point de service de CD est aussi important pour les patients avec HD4? Les points de service que vous voyez ici, les résultats montrent les résultats que plus de la moitié des résultats des tests n'ont jamais été reçus par les patients pour l'AHD. Cela veut dire qu'il n'y a pas eu de lien donc avec un traitement. Et cela met les gens en plus en risque. Par exemple, des patients asymptomatiques qui sont positifs deviennent symptomatiques en une vingtaine de jours. Et cela est la réduction moyenne de moment où on reçoit le test. Donc, une initiation rapide
peut éviter cette progression vers la méningite. Et là encore, cela réduit la perte de suivi et les patients d'AHD peuvent être identifiés et recevoir un soin dans une seule visite, notamment pour ce qui concerne les tests de tuberculose et ainsi de suite. Comme l'ont dit les personnes précédentes, on a vu donc qu'il y avait changement de suivi, notamment dans les charges virales, et les tests des charges virales ont décliné. Ici, vous avez les tendances dans les pays sud-africains, notamment le nombre d'adultes en soins, que vous avez ici en vert, et cette ligne commence à augmenter. Les lignes de points montrent les changements dans les directives de l'OMS. Ce que l'on retient ici, c'est que l'accès aux tests des C4 a diminué. Cependant, le nombre de patients atteints d'AHD non diagnostiqués et risquant des infections bonus mortelles ne va pas au même niveau. Donc, nous avons des patients d'AHD qui sont toujours non diagnostiqués. Au Kenya, par exemple, une évaluation récente a révélé que seulement 19% des personnes vivant avec les VIH ne en prise en charge ont reçu un CD4 et qu'un nombre encore plus faible, environ 11% de patients en échec de traitement ont reçu un test de CD4. Des données non publiées issues d'une évaluation de la mortalité menée en Ouganda ont révélé que moins de 15% des personnes vivant avec le VIH avaient un CD4 au cours des 12 mois précédant leur décès, tandis que 75% d'entre elles avaient reçu, ou d'entre eux plutôt, avaient reçu une charge virale, démontrant ainsi la nécessité cruciale de redéfinir la priorité du test des CD4 dans les pays à forte charge. Comme AJ l'a dit, nous avons mis en œuvre donc des travaux sur le CD4 pour le monde. Comme vous pouvez voir ici, il y a une baisse de demande de CD4, des tests de CD4. En 2022, nous avons vu 32% qui ont eu lieu sur des points de service, sur des plateformes de points de service, notamment la plateforme Visitech. Et en 2027, nous pensons que cela arrivera à 40%. Mais en raison des tests qui ne sont pas encore, que nous ne faisons pas à beaucoup de gens, nous avons besoin de trouver des solutions qui soient durables à l'accès à ces tests. Donc, comme je vous montrer les volumes de CD4 qui tombent, en raison de la demande qui baisse et de la technologie qui arrive à sa fin de vie. En 2022, nous avons vu que les fabricants ont dit qu'ils allaient arrêter leurs analyseurs de CD4 en raison des incertitudes du marché et notamment pour les tests de CD4 standardisés. Même si Abbott continuera à fabriquer des cartouches, celles-là ne seront envoyées que dans les sites existants dans les pays où Abbott est présent. Les nouveaux sites et les nouveaux pays devront utiliser d'autres tests comme Visitect, sauf si la distribution d'un appareil est une option. BD ne se retirera du marché qu'en fin 2024 pour leur appareil et leurs cartouches et ils continueront à avoir un soutien pendant 2 ans. Donc, ce qui nous amène à 2026. Donc, même si ce n'est pas si catastrophique que ce que nous craignons à la fin de l'année dernière, les pays ont 2 ans pour planifier leur transition de BD et de voir comment ils peuvent optimiser leurs efforts. Donc, en ce qui concerne les programmes, nous avons donc trouvé le LFA, qui est une solution qui est priorisée pour voir les taux de CD4. Contrairement aux analyses conventionnelles, il indique si un patient a un CD4 qui est au-dessus ou en dessous de 200 et pour savoir s'ils ont une maladie avancée.
HD. Et donc, les services ne nécessitent pas d'électricité, le transport d'échantillons de techniciens de laboratoire, et il a une sensibilité supérieure à 80%, des résultats en 40 minutes, c'est diagnostic le jour même par Myriam Prukawas avec les soins. Il a un faible coût et il peut être utilisé dans des points de service faible coût, et ils peuvent aussi étendre l'accès à des soins avec des résultats le même jour et peuvent ainsi transformer l'accès aux différents soins. Et donc, cela a le potentiel d'être considérablement l'accès aux soins, et grâce à des financements qui ont permis les achats à des coûts faibles avec des partenaires qui sont intéressés dans la mise en place de ces Visitech. Ici, nous avons donc des retours de nos partenaires qui ont administré Visitech dans 3 pays. En Tanzanie, l'introduction de Visitech dans le pays a été un énorme succès. Comme vous voyez, les résultats des inégalités d'accès au CD4 et les longs délais d'exécution qui étaient auparavant en moyenne 5 jours sur des sites sans test de CD4 et sur maintenant arrivent à un taux de résultat de 1 journée, moins d'une journée même. Au Mozambique, bien que Visitech ait été décentralisé, des tests et des traitements supplémentaires sont disponibles dans les établissements régionaux. Donc, pour résoudre ce problème, les partenaires ont développé une ligne téléphonique directe entre les établissements régionaux et ruraux pour planifier des rendez-vous de suivi pour les patients dans le but de réduire les pertes de suivi et d'accéder le début d'un traitement approprié une fois le diagnostic connu. Enfin, au Zimbabwe, comme il y avait beaucoup d'infirmiers qui ont quitté leurs travaux, et il y avait les cliniciens qui ont été surchargés en raison de problèmes personnels aussi. Donc, grâce à une approche de formation des formateurs, les agents de santé formés ont pu confier les tâches de test des CD4 à d'autres cadres non professionnels, notamment des microscopistes, des conseillers et des techniciens de laboratoire, pour s'assurer que les tests continuent malgré les défis. Ensuite, vous voyez quelques images des sites qui sont soutenus par les partenaires et ECPAF, notamment au Zimbabwe, qui montre les bénéfices des transferts de tâches et ainsi d'identifier les réussites des clients atteints d'ADH. Et pour terminer cette présentation, je voudrais parler de la faible demande de CD4 et de l'accès au dépistage et le fait que ceci doit être priorisé par la communauté et par nos donateurs. Les directives de l'OMS peuvent être simplifiées pour le test de CD4 s'il n'y a pas disponible de tests de dépistage. On doit aussi avoir des engagements importants par les donateurs mondiaux, notamment au niveau mondial, mais aussi au niveau national. Il faut qu'il y ait un soutien, un investissement dans le renforcement des systèmes de santé pour comprendre la véritable fardeau de l'AHD et l'exactitude de besoins et d'avoir des programmes qui sont mis en place. Ensuite, il faut sensibiliser notamment les tests CD4 et notamment sur les groupes qui ont à risque. Et ensuite, il faut qu'il y ait moins de barrières, notamment au niveau des travailleurs de santé, et à leur fournir les besoins dont ils ont besoin et les recommandations pour les patients. Grâce à ces changements, nous aurons une meilleure compréhension des besoins en CD4, nous aurons une fourniture accrue de tests aux personnes vivant avec le VIH, et nous aurons une amélioration de l'application future et l'accès précoce à l'ensemble des soins AHD, réduisant ainsi les décès évitables liés au sida. Et AJ, la parole est à vous maintenant. Merci beaucoup. Je crois que c'était très utile, notamment pour les personnes qui travaillent de santé, et cela leur permet de savoir un petit peu quels sont les problèmes qui sont liés au CD4 et qu'est-ce qui s'est arrivé en raison des partenaires mondiaux pour s'assurer que ces diagnostics sont à nouveau disponibles.
Nous maintenant passons à notre panel de discussion et nous avons eu quelques questions qui ont été posées, notamment liées à la présentation des cas, que cela montre des patients assez compliqués à gérer. Donc, je vais commencer avec certaines de ces questions et je crois que certaines de ces questions sont vraiment des questions où on peut répondre par oui ou non. Donc, par exemple, je peux imaginer que ça va aller rapidement sur les questions-réponses. D'abord, la première question, est-ce que la personne du cas 1 est encore vivante de nos jours? Youp, est-ce que vous m'entendez? Pour répondre à la question sur le cas numéro 1, est-ce qu'il est encore en vie, cette personne? Est-ce que vous pourriez répéter la question? Donc, nous avons une personne qui demande si cette personne dont vous avez parlé dans le cas numéro 1 est encore vivante. Oui, cette personne est encore en vie. Oui, cette personne est en vie et elle n'est pas en mauvaise santé, mais son éruption cutanée est encore là. On ne sait pas exactement ce que c'est. Nous espérions que il n'a pas répondu au traitement. Donc, il n'y a pas eu de résolution des symptômes entiers, même s'il y a eu une adhérence. Donc, l'éruption cutanée est vraiment ce qui persiste. Donc, nous l'avons envoyé, ou essayons de l'envoyer à un spécialiste, un dermatologue, clinicien, pour un suivi supplémentaire, une gestion supplémentaire de traitement. Et la biopsie cutanée a montré des caractéristiques de psoriasis. Cela ne veut pas dire que c'est un psoriasis. Et si vous regardez les images de son éruption cutanée, ce n'est pas très caractéristique d'un psoriasis. Mais vous savez, le psoriasis, avec des gens qui ont le VIH, peut avoir des apparences tout à fait différentes et variées. Donc, il va plutôt bien, mais à part son éruption cutanée qui est un gros problème. Et il faut qu'on trouve donc des solutions et une bonne gestion de ce traitement. Merci. Peut-être que je vais passer à un sujet différent. Une question pour Anna et peut-être Lara aussi. Vous pouvez peut-être répondre à ces questions. Ici, les directives sur les tests de CD4 sont assez claires. Est-ce qu'il y a des directives sur les suivis des CD4 sur pendant combien de temps et quand arrêter ces tests de CD4? Voilà, je vais répondre rapidement. Je crois que pour les tests de CD4 et la continuation de ces tests de CD4, nous n'avons pas des directives tout à fait claires, peut-être pas aussi claires que nous souhaiterions. Nous essayons de mettre ceci au point, d'élaborer quelque chose là-dessus. Une fois que nous aurons reconnu que c'est un problème, notamment sur la demande, comme je l'ai dit, si l'on dit qu'on commence des traitements ou recommencer des traitements, c'est clair, mais de manière clinique, c'est peut-être pas aussi clair pour tous. Donc, nous avons des gens qui reprennent un traitement 1 mois ou 3 ans plus tard. Est-ce que vous devriez avoir un autre test de CD4? Donc, on essaie un petit peu de clarifier ceci. Et lorsque cela est indiqué de manière clinique, si vous avez une personne qui vit avec un VIH qui a eu un stade avancé, et qu'il y a une charge virale qui est indétectable et qui semble aller bien dans son traitement. Donc, je pense qu'ils rentrent pas forcément dans la catégorie de gens qui ont besoin d'un CD4. Alors, le calendrier pour s'arrêter, ces personnes est peut-être quelque chose sur lequel nous devrions réfléchir effectivement pour donner plus de directives. Merci beaucoup de votre réponse. Il y a 2 questions qui sont directement pour vous. La première, les financeurs chez les programmes de VIH ont amené un changement vers les tests CD4 et la deuxième partie,
c'est d'avoir plus de détails sur ces changements dont vous avez déjà parlé vers la fin de votre présentation. Merci, AJ. Donc, il y avait une question supplémentaire sur les diagnostics point de service ou le POC. Donc, si je pourrais parler de ceci d'abord. Donc, Abbott ne nous a pas donné de calendrier sur l'arrêt de leur soutien de leurs cartouches. Ils ont suggéré qu'ils sont en train de voir un petit peu de prendre la température auprès des parties prenantes. Donc, nous avons peut-être 5 à 10 ans de ces PIMA peuvent durer environ 5 à 10 ans, leur durée de vie, mais il y a encore des incertitudes là-dessus. Je ne sais pas s'il y a des tests, mais je crois que ça va être plutôt des tests de CD4 simplifiés, que ce soit à travers le Lactoflow dont je vous ai parlé, ou que ce soit des tests de points de service qui seront disponibles à un avenir proche. En ce qui concerne les influences sur les programmes VIH, nous avons vu qu'il y a eu des changements dans les directives de l'OMS et ainsi que sur les recommandations sur ces directives de l'OMS, il y avait eu une baisse de financement, effectivement, mais PATFA et Global Fund ont été très clairs sur leur soutien pour le CD4 dans le cadre du soin de santé global pour le VIH, mais nous n'avons pas eu de pays acheter autant de tests CD4 que la demande de population éligible suggérerait. Donc, il y a une déconnexion entre les directives mondiales et ce qui se passe au niveau national, et est-ce qu'il y a suffisamment de soutien financier pour quelle est la véritable demande sur le terrain? En ce qui concerne le changement des activités, j'ai parlé de ceci dans certains pays où nous avons vu des travailleurs de santé qui ont été formés par leurs fournisseurs ou par le ministère de la Santé ou d'autres partenaires sur le terrain et dans leur centre de santé. Ils continuent à former les personnes jusqu'au niveau le plus bas afin qu'ils puissent avoir la capacité de continuer à effectuer ces tests, notamment des infirmiers, infirmières. Nous pouvons voir que le test de CT4 peut être fait par des individus qui travaillent dans ces centres de santé qui ne sont pas forcément si qualifiés que ça. Merci beaucoup, Anna. Oui, je crois que c'est un aperçu tout à fait admirable et cela nous permet de passer à ces questions rapidement. La prochaine question était une question qui est en français, qui a été mise dès le début en français. Donc, je crois que Yop, c'est une question pour vous. Dans la question, et dans le contexte des pays à faible revenu où les tests de mise au point de l'anocardiose sont difficiles, pouvons-nous avoir la prévalence de l'anocardiose? Est-ce que l'anocardiose est prévalente? Est-elle moins traitée résultant de ceci, surtout chez les patients avec des signes focaux associés? Et la question associée, est-ce qu'il y a des lésions de type EPP? Elles ne peuvent pas se confondre aux lésions de nocardiose cutanée. Existe-t-il des images radiologiques pathognomoniques à l'anocardiose? C'est une bonne question, AJ, et merci de l'avoir posée. Oui, effectivement, ce sont des points compliqués. Donc, tout d'abord, comme il a été mentionné sur la diapositive, la nocardiose ressemble à la tuberculose. Donc, si vous comptez à l'imagerie, uniquement sur l'imagerie, vous ne comptez que sur l'imagerie et sur les résultats biologiques et les tests, vous allez diagnostiquer ce type de cas comme étant de la TB, de la tuberculose, et commencer un traitement de tuberculose. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point est comment pouvons-nous trouver une solution là-dessus? Alors, il faut sensibiliser. Il faut aussi que vous ayez des laboratoires qui soient bien équipés.
acid fast stains. Can Il you faut user notamment tout ce qui concerne ces acides modifiés et ces cultures sur long terme dont je parlais, specific agar sur des containers spéciaux. facilities? So it is a Il faut vraiment que vous ayez toutes les installations et les équipements. Et c'est assez compliqué, effectivement. Et je crois que qui témoigne de ceci, worldwide distribution. c'est que la nocardiose se trouve dans le monde entier et qu'on ne trouve aucun cas de nocardiose qui ont été diagnostiqués jusqu'à maintenant. Et certainement, on n'en trouve pas dans la littérature, ça c'est certain. Donc c'est un défi. Et je pense qu'on va avoir besoin d'élaboration technique élevée ou de développement technique plus important dans nos laboratoires pour mieux identifier tout ceci. C'est tout à fait du sens ce que vous venez de dire et cela montre vraiment que les défis véritables des travailleurs de santé pour les gens qui vivent avec un VIH à un stade avancé. Et cela nous amène dans la région de subsaharienne où nous voyons de plus en plus d'histoplasmose et selon des signaux, ce sont des signaux, pardon, qui montrent que c'est un vrai défi. Je ne sais pas exactement, par exemple, quelle est la combinaison entre l'agramme et les acides modifiés et toutes ces choses-là, comment ces choses-là ça pourrait être identifié et pourrait nous aider. C'est pas quelque chose qui va confirmer la maladie, mais cela pourrait nous aider et de faire un diagnostic temporaire et de savoir comment cela pourrait être compliqué pour ces laboratoires d'introduire ce type de test. Et donc, là, ici, demande à mes collègues du laboratoire qui sont avec nous, peut-être de nous renseigner là-dessus. Est-ce que quelqu'un souhaite en parler? Peut-être que c'est quelque chose parler plus tard, si quelqu'un veut y réfléchir. D'accord, merci. Et il y a une autre question qui est encore liée à la présentation des cas. Et cela réfère au questionnaire que nous avez donné. La question porte ici sur les multiples facteurs qui ont contribué à une réponse immunitaire qui n'est pas homogène. Donc, l'adhérence, sur l'adhérence au TAR, et je suis désolé si c'est pas une question d'un ignorant, mais dans quel cas le patient avec la licence d'audiothérapie, pourquoi est-ce qu'il a un changement de traitement à la tuberculose? Donc, je vais m'assurer que j'ai bien compris les questions. Donc, la première question, c'est le cas avec la nocardiose et la réponse immunitaire discordante. Est-ce que vous pourriez répéter la première question? Donc, pas de problème. Donc, la question a été, la personne a dit qu'il y a une réponse immunitaire discordante et dans la preuve d'une adhérence au traitement intermittent à la TAR, est-ce que cela est la preuve d'une adhérence intermittente aux antirétroviraux? Non, en fait, je ne crois pas, moi, que ce soit vrai, parce que je pense que c'est plutôt le contraire. La définition d'une réponse immunitaire discordante, c'est que vous avez une charge virale indétectable ou très basse, et vous pouvez voir une numération de CD4 qui aille mieux. Donc, cela ne vous dit pas si cette personne prend de manière constante ces médicaments, mais cela ne veut pas dire que cela n'est pas lié au contrôle virologique. Et il n'est pas clair de comprendre pourquoi cela est le cas, parce que les personnes
qui ont une immunité déjà avancée dans les nodes lymphatiques, cela pourrait empêcher que la numérotation de CD4 revienne bien. Donc, il y a beaucoup de facteurs d'incertitude et inconnus, mais je dirais que ce n'est pas parce que les gens prennent leur traitement de manière irrégulière, puisque cela était la question. Oui, effectivement, je crois que c'est un point important. Je crois que vous avez raison. Je crois qu'il faut démystifier ce sujet de la discordance immunitaire, la réponse immunitaire. Je crois aussi qu'il est important, qu'a dit Demis, une question, un suivi sur les machines PIMA au Malawi, le contracteur, nous avons des problèmes avec nos machines, notamment en raison des applications qui ne sont plus actualisées. Je ne sais pas si vraiment notre problème, mais je me demandais si est-ce que cela est lié un petit peu à ce que vous avez présenté, Anna. Oui, tout à fait, merci. Oui, je peux répondre à ceci. Ce sont des retours que nous devons envoyer à nos fournisseurs parce que la société civile a demandé aux fournisseurs de faire partie de la solution et au niveau mondial, ils disent qu'ils font partie de la solution et qu'ils travaillent avec les différents partenaires et les bailleurs de fonds. Mais je ne pense pas que ce soit quelque chose qui soit isolé. Et si vous voyez ce besoin, ce type de questions qui se posent de manière régulière, et s'ils disent qu'ils font partie de la solution, donc il faut qu'ils fassent partie de la solution et que cela pour tous les pays et que cela arrête de ces choses de se passer dans ces pays. Merci beaucoup. Et une question, mais pas vraiment une question, mais plus une réflexion. Lara, pas pour vous mettre sur le grill, mais donc, est-ce que cela est durable, la logique de ces échecs dans tous les échecs virologiques, donc sur les résistances aux médicaments, sur les tests de résistance aux médicaments du VIH et les échecs dans tous les échecs virologiques? Est-ce que cela est durable? Je dirais non. Pour l'instant, c'est cher, c'est compliqué, c'est centralisé, mais je pense qu'il y a eu une dynamique depuis la COVID et les pandémies et de prendre en compte de comment on peut créer des systèmes qui fonctionnent pour chacun pays et la surveillance, bien entendu, est l'un de ces choses et la surveillance, c'est vraiment noter la résistance aux médicaments. Donc, les pays réfléchissent là-dessus et je dirais qu'entre-temps, les fournisseurs y réfléchissent aussi. Covid a montré qu'on pouvait élaborer de nouvelles technologies très rapidement s'il y a volonté politique et les ressources financières. Et je crois qu'on a peut-être un avenir là-dessus, mais je dirais que le problème, c'est les contraintes des ressources et que pour l'instant, les tests de résistance aux médicaments ne sont pas tout à fait disponibles. Mais comment peut-on voir l'avenir cliniquement? Et notamment pour la résistance aux médicaments VIH, il n'y aura peut-être pas assez de chiffres pour avoir des niveaux de charge virale continue. Oui, je pense que c'est une réflexion tout à fait importante. Je vois que vous voulez dire quelque chose, Yop. Yop, vous avez levé la main pour prendre la parole. Oui, merci de me donner la parole. Merci Lara et AJ. Vous me donnez l'occasion de répondre à cette question. Je ne sais pas si le Malawi est dans un cadre unique ou une situation unique, mais nous avons une directive qui dit que toute personne qui a un échec de traitement rétroantiviraux répété dans 3 mois d'adhérence de traitement doit passer des tests de résistance aux médicaments de rétroantiviraux et passer à un traitement différent.
Donc, je sais que c'est pas forcément la même chose dans les pays voisins, mais après que ceci a été mis en place, nous avons noté qu'il y a un écart important, très important même, entre ce que demande la directive, ou recommande plutôt, et ce qui vraiment se passe en pratique. Donc, je pense qu'il y a 6 000 personnes environ dans une période de 9 à 12 mois qui seraient éligibles à des tests de résistance aux médicaments du VIH, mais on envoie plutôt 200 à 300 demandes pour ces tests de résistance aux médicaments du VIH. Donc, il y a des défis pratiques pour ce type de test de résistance aux médicaments au VIH. Et les systèmes de mise en œuvre des tests de résistance au VIH dans une situation comme le Malawi est aussi l'avenir. Donc, cela indique aussi qu'il y a des points d'interrogation et qu'il y a des absences de preuves sur comment ceci peut être mis en œuvre et quel est son rôle. Et je pense qu'à mon avis, il est grand temps que des essais cliniques soient organisés pour déterminer quel est le rôle des tests de résistance aux médicaments du VIH dans ces circonstances. Merci beaucoup. Et je crois que nous allons maintenant terminer cette séance. Nous avons un questionnaire que nous allons vous montrer très rapidement. Donc, c'est vraiment, nous essayons de comprendre quelles seraient les meilleures heures à laquelle nous pourrions avoir ces webinaires. Donc, nous espérons que nous fassions quelque chose de bien en ce qui concerne les heures à laquelle nous faisons ces séminaires. Donc, si vous pourriez nous répondre à ce questionnaire, quel est le meilleur moment de la journée pour vous pour rejoindre ces webinaires? Parce que nous sommes en train de planifier la deuxième série de ces webinaires et nous espérons que nous allons continuer de nous rejoindre et de participer à ces séminaires. Et je voulais donc en profiter ici pour vous remercier et remercier notre équipe ECHO qui a été fantastique, de nous assurer que tout ceci se fasse bien. Et je voudrais remercier aussi tous nos panélistes parce qu'ils nous ont vraiment permis d'avoir des réflexions sérieuses et de donner toutes ces informations, rassembler ces informations, ce qui nous offre de nouvelles informations que vous ne connaissiez pas auparavant, ou peut-être une réinterprétation des choses que vous connaissiez. Donc, je vais attendre peut-être quelques secondes encore. Donc, les heures, c'était 19h, minuit et demi, 13h, 14h30, 15h, 16h30, 16h, 17h30, 17h, 18h30. Donc, c'était pas 19h, c'est 8h, 12h30 du matin, le premier. Donc, nous aurons des pauses en décembre, janvier, et en décembre et novembre, nous allons avoir une pause de séminaire, mais nous reviendrons en janvier. Et nous allons donc vous demander un peu quel type de sujet vous voulez parler. Donc là, nous avons les réponses à notre questionnaire. Merci d'avoir répondu. Donc, 16h, 17h30 était l'heure préférée. Et merci d'avoir participé à cette réunion et merci d'avoir pris de votre temps pour avoir participé. Il y a des questions auxquelles nous n'avons pas pu répondre. Nous essaierons d'y répondre dans les questions et réponses qui va être envoyées et qui fait partie de cette réunion. Merci encore. Merci Dieu. Merci à tous.